c'est bon? Voilà, impeccable. Bien, excusez-nous pour ce léger retard au démarrage. Il me revient, en tant que directeur d'IMT Minalès, de vous accueillir, et je le fais avec beaucoup de plaisir. Et très rapidement, parce que c'est pas moi que vous êtes venu entendre, mais la culturelle de ce soir est quand même tout à fait exceptionnelle, puisque en plus du plaisir que nous avons d'accueillir Hélène Merbéral, qui est sur un sujet qui va nous passionner tous, c'est dans le cadre de l'ouverture des journées Nîmes-Alès, donc en présence de M. Max Roustan, qui est maire d'Alès et président d'Alès Agglomération. Donc c'est vraiment en excellente compagnie que ces culturels vont se passer. J'espère que vous passerez une très bonne soirée. Monsieur le maire, monsieur le président, je vous passe le micro. Alors, vous avez été très rapide, je vais essayer de faire pareil, pour laisser la place évidemment à la conférence étonnante qu'on va avoir. Bon, moi c'est le remerciement d'abord, monsieur le directeur, permettez-moi de vous remercier de nous recevoir à l'École des Mines. Le pôle métropolitain est très heureux évidemment de faire cette première conférence à Alès, puisque j'ai le remerciement de remercier Jacques Raymond, qui est un travailleur d'arrache-pied pour cette conférence que l'on va faire. Christian Chambon d'Alès, qui effectivement participe activement aussi à ces ateliers, et puis l'agence d'urbanisme qui est par là, Nîmes-Alès, évidemment, qui nous permet de collationner tout ça, et vous allez le voir dans le futur présentation que vous allez avoir tout au long de la soirée. Le pôle métropolitain, ça a été le 3e en France. Donc là aussi, vous allez reconnaître le slogan. Hein. On a un temps d'avance là aussi, puisqu'on était le 3e à l'avoir fait. Il avait comme 4 compétences évidemment qui étaient essentielles dans le cadre de la vie de notre territoire. Le développement économique, évidemment, la promotion de l'innovation, de la recherche dans l'innovation et l'universitaire, puisqu'on était bien placé avec l'École des Mines, évidemment, monsieur le directeur. Le SCOT, schéma de territoire, qui est important aussi pour nos 20 ans à venir, et le transport. Là, on a moins bien réussi le transport parce qu'il n'a pas été terrible. Sur la compétence qui aujourd'hui nous intéresse évidemment, c'est la présentation du campus métropolitain, Nîmes-Alès. Je crois que c'était quelque chose qui a occupé beaucoup de temps, mais qui était très motivant et très intéressant par rapport évidemment à nos jeunes étudiants. À zéro, c'est 15 500 étudiants que nous avons évidemment sur ce pôle métropolitain et que nous sommes inscrits donc en Occitanie, le 3e pôle évidemment universitaire. La réalisation de l'Atlas, qu'on vous parlera tout à l'heure, de l'enseignement supérieur aujourd'hui, donc on vous en parlera, je ne vais pas le détailler, n'est-ce pas, monsieur Chambon? Alors on travaille évidemment avec le partenariat de l'IMT d'Alès, évidemment, l'université de Nîmes, évidemment, ça va de soi. Et ça a découlé évidemment sur une création qu'on ne sait pas encore sur Alès, une création de l'école des codeurs. C'est la 3e section que l'on fait, au 4e, 3e section que l'on fait. C'est 12 personnes qui viennent se former en 12 mois. Et sur ces 12 personnes formées, 100% trouvent du travail. Ce qui veut dire qu'on touche du doigt. On touche du doigt là en travaillant en collectif comme l'on fait, de vraiment former les gens pour les besoins des entreprises locales. Alors, c'est l'école des codeurs, c'est B. Simpson, hein, c'est bien reconnu en France aujourd'hui. Donc, c'est du sérieux, c'est financé par la région. C'est nous qu'on l'a lancé, mais la région nous suit là-dessus. On lance une licence en cybersécurité. C'est quand même pas mal aussi. Hein, il y a 15 étudiants là-dessus. Nous avons aujourd'hui, on donne des bourses, évidemment, pour le doctorat. Le thème, c'est le risque majeur. On connaît ça aujourd'hui, évidemment, dans nos territoires à l'Est et ailleurs. Et puis, calcul, on vous l'expliquera aussi, l'offre sur le logement, évidemment, pour les étudiants en centre-ville qu'on est en train de mettre en place dans le cadre d'une cohabitation au travers de l'office municipal, évidemment, d'Alès. Et puis le Fab Libalès qui se met en place aussi et qui permet là, à nos étudiants d'avoir une libre circulation, évidemment, dans ce territoire. Alors, pourquoi ces entretiens? En 2 mots, hein. C'est valoriser la filière enseignement. Je crois qu'il est très important. Je crois qu'aujourd'hui, tout est basé sur le savoir. Je crois qu'aujourd'hui, essentiellement, il faut se battre là-dessus. Et c'est le devenir, évidemment, de nos jeunes générations. C'est un lien avec le développement économique, évidemment, puisque la formation, le lien économique, c'est évident aussi, parce que si on fait des formations qu'on appelait formations de tiroir qui ne servent à rien, ça rend des gens intelligents pour rien. Je parle pour rien, entre guillemets, évidemment, mais pour le service rendu à la population. Et à eux-mêmes, d'ailleurs. Hein. Donc, en résumé,
L'axe de formation est notre première compétence sur laquelle, évidemment, on a travaillé le plus. C'est la mise en place d'une gouvernance commune sur la formation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation NIMALES. C'est important aussi pour offrir aux Alésiens, surtout, une formation à l'université de Nîmes, qui est à 2 pas de chez nous, au lieu d'aller à Montpellier, et à l'école des mines, évidemment, pour les Alésiens et les Nîmois, pour l'autre formation. Et puis, je souhaite qu'on maintienne, évidemment, le retraité, le conseil de développement, qui nous permet quand même de tenir toujours au point du jour nos exercices et tout ce que nous réalisons dans le cadre de la formation et de l'innovation sur l'enseignement supérieur. Il est important pour nos jeunes qu'ils sachent ce qui se fait sur notre département, au lieu d'aller courir à Montpellier directement ou ailleurs. On peut trouver beaucoup de formations entre Nîmes et Alès. Alors, on est là aussi... Bon, je vais m'arrêter là, puisqu'il paraît que c'est précis, vous disant que d'autres réflexions sont en cours sur les logements, sur le transport entre Nîmes et Alès pour faciliter l'accès à la faculté et à l'université à Nîmes. Et évidemment, tout ça se met en place aussi dans le cadre du pôle métropolitain. Et je laisse la parole à ce que vous attendez ce soir. Merci à vous et merci de votre présence aussi. Au nom donc de toute l'équipe de Soramps en Cévennes, je vais recentrer un petit peu ma présentation sur le livre et l'autrice. Donc permettez-moi, au nom de l'équipe Soramps en Cévennes, de vous redire combien cet amphi comble nos vœux les plus chers. Un amphi presque comble. Puisque ce qui nous réunit tous, l'agglo, la ville, l'école et la librairie, dans le projet des culturels, c'est bien une volonté commune de transmettre. Or, vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à partager ce rêve, et c'est très heureux. Et je crois savoir qu'à Paris, du moins au sein de la cellule communication des éditions Odile Jacob, car nous recevons très régulièrement des autrices et des auteurs des éditions Odile Jacob, Pascal Pic ou Sylvie Vauclair, il n'y a pas si longtemps, je crois savoir, disais-je, que l'honorabilité de notre aventure culturelle commence à y être appréciée. Les éditions Odile Jacob ont été fondées il y a plus de 30 ans par la fille de François Jacob, un éminent biologiste dont les travaux ont d'ailleurs été couronnés par le prix Nobel en 1965. Ce chercheur avait aussi une vocation pédagogique, vocation que sa fille Odile a magnifiquement prolongée en créant cette maison d'édition incontournable aujourd'hui dans le domaine de la divulgation des connaissances scientifiques. Et c'est dans ce cadre, et parce que vous partagez cette volonté de transmettre, que nous vous avons invité. D'abord, pour un ouvrage paru en 2016, 17 femmes prix Nobel de la science. Ce n'est certes pas le sujet de la communication de ce soir, mais comment ne pas évoquer ce passionnant ouvrage qui m'a, chemin lisant, rappelé un mot de l'historien Plutarque. Plutarque disait qu'il n'écrivait pas pour remplir les têtes comme des vases, mais qu'il écrivait pour allumer des feux, le feu du désir de la vérité et de l'élan de la recherche. Vos 17 vies sont de ce point de vue tout à fait exemplaires. Ensuite, nous vous avons invité pour ce deuxième livre, L'immortalité biologique, dont vous allez nous parler ce soir. Et dans ce livre, je n'y ai certes pas trouvé de recette d'élixir, mais de nombreuses questions. Des questions graves sur notre humanité, encore mortelle à cette heure. Questions que tout homme ne devrait pas refouler, mais affronter. Et gageons que votre livre nous y aidera. Bonne conférence. Où j'allais me mettre, pour être honnête. Je ne sais pas, je crois que je vais rester debout pour le moment. Bonsoir et merci pour l'accueil chaleureux qui m'est réservé. Je suis très fière de me trouver ici, dans cet endroit magique. Et j'espère que nous allons passer ensemble une bonne soirée. Le sujet est difficile, effectivement, et très ambitieux. Et je vais essayer de ne pas être trop sérieuse quand même. L'immortalité biologique. Donc je ne vous apprends rien si je vous dis que plus que jamais dans notre société, on éprouve le désir d'échapper aux affres de la vieillesse et qu'on désire repousser l'échéance de la mort. Et le but de mon livre était d'essayer de comprendre et d'apprendre comment, depuis la nuit des temps, les hommes sont toujours
préoccupé de chercher, de courir après la jeunesse et de repousser et de chercher l'immortalité, et comment ce rêve qui a perduré pendant des millénaires ou des siècles en tout cas est proche de devenir réalité grâce au progrès de la médecine, grâce au progrès de la science, et nourri par les rêves des transhumanistes. Donc pour faire face, pour supporter l'idée des affres de la vieillesse, encore une fois, et des difficultés de la vie, et surtout de l'idée de la perdre, les hommes ont très vite inventé des mythes et des religions avec l'existence d'une âme éternelle, et avec l'espérance d'une autre vie, d'un futur, d'un monde autre où la vie sera plus juste et plus heureuse. Alors, le premier texte connu qui existe, et qu'on ait retrouvé en tout cas dans l'écriture cunéiforme des Sumériens, était l'épopée de Gilgamesh, le puissant roi de la cité d'Uruk en Mésopotamie, qui est parti courir le monde pour essayer de trouver le secret d'une vie sans fin. Et très tôt, donc, les hommes ont imaginé une religion, comme je vous l'ai dit, et donc il fallait qu'il y ait une espèce d'initiation pour changer de monde, pour passer d'un monde à un monde autre. Et on a retrouvé des sépultures dès les premières traces de la vie humaine, c'est-à-dire à l'époque au moment de l'ère glaciaire, dès la première époque de la préhistoire. Si Pascal Pic était là, il pourrait être beaucoup plus précis, j'en suis complètement incapable. Très vite aussi s'est développée une théorie, une doctrine qui est le chamanisme, qui elle aussi a une origine préhistorique. Je ne préciserai pas non plus l'ère. Et le chamanisme est donc une doctrine qui permet une communication avec un monde autre, avec un monde des esprits. Et cette communication se fait grâce à un chaman qui se met en état de transe à la suite de rituels un peu magiques. Et le chamanisme est très répandu dans le monde depuis très tôt, mais surtout il a été répandu sur tous les continents. Il existe encore, il est très actif dans certains pays, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Alors les religions, je vous l'ai dit, ont en commun l'existence d'une vie après la mort, qui est soit sous forme d'une résurrection, soit sous forme d'une réincarnation. Pour les religions orientales, que vous connaissez tous, le bouddhisme et l'hindouisme, la vie est cyclique, le symbolisme en est une roue, et donc la vie se déroule en un cycle d'une mort, d'une vie, d'une renaissance, et d'une mort, d'une renaissance. Et pour échapper à ce cycle infernal, donc de naissance, mort, renaissance, il faut qui se font en fonction des âmes, des bonnes actions du sujet. Il faut arriver à un état de non-désir, un état de sérénité absolue qu'on appelle le nirvana. Pour ensuite, en Égypte, en Grèce et à Rome, les rapports avec l'idée qui se faisait de l'immortalité est très différente. En Égypte, l'époque des pharaons est connue pour ses fastes, ses rites fastueux pour leur enterrement, bien sûr l'embaumement. Et au début, on pensait qu'uniquement c'était les pharaons qui avaient droit à l'immortalité, qui était le privilège des dieux. Et très rapidement, l'idée de l'immortaliser s'est démocratisée et tout le monde pouvait avoir accès à l'immortalité à condition qu'on ait subi un embaumement selon les rites conformes. En Grèce, l'idée de l'immortalité est peu discutée. Et c'est essentiellement Pythagore et son élève Platon qui ont établi l'idée d'une âme immortelle. Leur raisonnement était un peu simpliste. L'idée était que l'âme est une part de divin en l'homme, et donc elle est par définition immortelle. À Rome, l'immortalité était vue que sous l'angle de la mémoire, en fait, et seul celui qui avait des actions glorieuses vivait dans la postérité, dans le souvenir de tout ce qu'il avait fait de bien.
mais l'idée de la mort en elle-même, d'une vie après, est peu évoquée, en tous les cas dans les textes qu'on a retrouvés. Pour les trois religions monothéistes, judaïsme, et christianisme et islam, ils ont tous en commun l'idée d'une résurrection. Donc la vie sur la terre est terminée, est définitivement terminée, ne se reproduit pas. Par contre, l'individualité de chacun est maintenue et se retrouvera dans la résurrection avec un corps glorieux. Alors, à côté des religions, il y a une multitude de doctrines, de croyances et de mythes qui se sont développés, soit pour repousser l'idée de la mort, soit et surtout pour développer des élixirs de jeunesse. Vous connaissez tous le mythe de Sisyphe, qui a été condamné parce qu'il avait osé défier les dieux, parce qu'il avait refusé de mourir. Il a été condamné à traîner en haut d'une montagne un rocher qui, bien sûr, retombait chaque fois avant d'arriver au sommet. Le mythe de Faust, vous le connaissez tous aussi, cet homme qui se trouvait au seuil de la mort, à la fin de sa vie très frustré parce qu'il n'avait pas su profiter de la vie suffisamment et parce qu'il n'avait pas aussi pu comprendre il n'avait pas eu la connaissance profonde des choses. Il a échangé son âme pour retrouver la jeunesse et avoir le temps de s'adonner au plaisir et aux études. Le spiritisme est aussi également très répandu dans le monde. C'est une doctrine qui a trois principes principaux. Il croit à l'existence de Dieu, il croit à une résurrection et surtout, il pense communiquer directement avec les esprits par l'intermédiaire d'un médium. L'alchimie, qui est apparue aussi très précocement, qui est également très répandue, c'est l'ancêtre de la chimie. Ils ont été longtemps méprisés, mais ils ont été réhabilités par un historien et un physicien qui était Mircea Eliade, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a appris à découvrir toutes les découvertes fondamentales qu'ils ont pu effectuer. Et pour eux aussi, il était important de découvrir la pierre philosophale qui permettait d'aboutir à la panacée universelle, c'est-à-dire à avoir une médecine globale qui devrait permettre à long terme de soigner toutes les maladies. Et il devait aussi trouver un élixir de jouvence. L'élixir de jouvence qui a été recherché à peu près dans toutes les cultures, et même actuellement, vous pouvez trouver sur Internet des recettes d'élixir de jouvence. C'est dire que ce désir de rajeunissement est perpétré dans toutes les cultures depuis toujours. Et un exemple, c'est l'histoire de cet empereur chinois, celui à qui l'on doit l'armée de soldats en terre cuite qu'on a retrouvé qui était enterré, et aussi la Grande Muraille de Chine. Il était surtout réputé pour sa cruauté. Et il était complètement obsédé à la fin de sa vie par sa mort prochaine et désirait absolument rajeunir. Donc il a fait venir tous les médecins et tous les guérisseurs, tous les magiciens du pays, en les sommant de trouver pour lui un élixir de jeunesse et une potion pour obtenir la vie immortelle. Et il n'a bien sûr jamais obtenu ce qu'il voulait. Et il a commis beaucoup de crimes pour se venger de cette impuissance. Et il est mort d'ailleurs à cause de son désir d'immortalité. Il s'était fait offrir un collier en cinabre, qui est une pierre rouge. Et le cinabre, en fait, c'est du sulfate de mercure, qui est, comme on le sait maintenant, un poison mortel. Mais à l'époque, certains alchimistes pensaient qu'il aboutissait à un enrajeunissement essentiellement de l'esprit. Alors, la nature nous offre des exemples remarquables de longévité particulière. Elle nous donne des pistes pour développer les recherches chez les hommes, bien sûr. Alors, ici, un arbre qui se trouve en Californie, qui s'appelle le général Sherman.
qui est imposant par ses proportions, puisqu'il mesure 84 mètres de haut, il pèse 3400 tonnes et son volume est de 1500 mètres cubes. Il serait âgé de 3000 ans. Au Mexique, le cyprès de Montezuma il a une circonférence d'une quarantaine de mètres, 36 mètres, je crois. Et il a été planté, la légende dit qu'il a été planté par un prêtre aztèque et il a fait l'objet de rites religieux. Alors voilà, la nature a inventé le clonage bien avant l'homme, puisque cet arbre qui se trouve en Suède, qui s'appelle Old Chico, est clonal, c'est-à-dire c'est toujours le même depuis 9500 ans. C'est toujours le même. Lorsque le tronc se meurt, il est remplacé par une racine qui a exactement le même patrimoine génétique. Alors, pando en latin, ça signifie je m'étends. Et c'est une colonie clonale d'arbres. Et tous ces arbres sont strictement identiques. Ils s'étalent sur 43 hectares. Et c'est le plus grand organisme végétal qui existe. Ça se passe en Californie. Non, ça se passe en Utah, enfin toujours aux États-Unis. Alors, vous voyez, les racines communiquent entre elles, mais c'est toujours le même patrimoine génétique qui se reproduit. Donc, c'est le même arbre partout. Alors ici, ce n'est pas un arbre, mais c'est la Posidonie. C'est une plante aquatique qui se trouve dans les profondeurs de la Méditerranée et qui est un écosystème qui lui est quasiment indispensable. Il fournit de grandes quantités d'oxygène quotidiennement. Lui, il aurait plus de 80 000 ans. Et le problème, c'est qu'il est menacé par les détritus et la pollution sous-marine. Donc c'est un danger de plus pour la Méditerranée. Alors les animaux aussi nous offrent de grandes possibilités de découvrir je vois qu'on m'apporte de l'eau, c'est très bien. Je suis complètement... Merci, c'est très gentil. C'est dans le monde aquatique, excusez-moi, je suis désolée. Dans le monde aquatique, c'est dans le monde aquatique qu'on a le plus d'exemples de longévité remarquable. Ici, c'est le sélacanthe. C'est un poisson qui a des millions d'années, paraît-il, et qu'on croyait disparu depuis longtemps, puis qu'on a retrouvé bien vivant dans un épisode d'un pêcheur, dans l'océan Indien, je crois. En fait, il s'est un peu transformé quand même au cours de ces millions d'années. Mais enfin, il est très ressemblant à celui qui était imaginé au départ. Et alors, il a quelque chose de particulier, d'intéressant pour les humains. C'est ces nageoires très épaisses qui s'articulent autour de petits os et qui donnent des indications pour le passage de la marche, de la sortie du monde aquatique jusqu'au passage de la marche terrestre. Et donc, un exemple de longévité, évidemment. Alors voilà celui qui intéresse tout le monde, tout le journalisme les quelques journalistes qui m'ont interviewé m'ont tous posé la question, et le homard. Alors le homard, c'est la star. C'est un crustacé qui est remarquable par sa longévité particulière. Il vit 40 ans. À titre d'exemple, les langoustes ne vivent que 15 ans. Les autres crustacés encore beaucoup moins. Et ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que les 40 ans de vie sont des 40 ans en pleine forme. Il ne vieillit pas, il n'est jamais malade. Il atteint sa maturité sexuelle à 5 ans et puis il continue à se reproduire, à muer, à vivre en pleine forme jusqu'à 40 ans s'il n'est pas détruit par la pollution ou par sa réputation d'excellent culinaire. Sa réputation culinaire, s'il n'est pas détruit avant, il vit jusqu'à 40 ans. Et alors à 40 ans, il est en pleine forme, il est arrivé quand même à être un peu trop gros et donc sa carapace s'use et va éclater. À ce moment-là, il meurt. Alors on s'est posé la question, pourquoi est-il en pleine forme comme ça? Il a le secret. Et en réalité, on a découvert qu'il avait de grandes quantités d'une enzyme, dont je vous parlerai plusieurs fois, qui s'appelle la télomérase. La télomérase, je ne sais pas si c'est à vos programmes, la télomérase, c'est une enzyme qui permet le renouvellement des extrémités des chromosomes. Et à chaque division cellulaire, les télomères, les extrémités des chromosomes, s'usent. Et on a un nombre de divisions limité pour chaque cellule. Et au bout d'un certain temps, parce qu'il n'y a plus de télomérase, chez l'homme comme chez les autres animaux, la cellule est détruite, vieillit, rentre en sénescence et meurt parce qu'elle n'a plus de télomère. Et donc,
Et le télomère, vous en doutez, comme tout le reste, s'use au cours de la vie, disparaît au cours de la vie et s'épuise au cours du vieillissement. Mais le homard a toujours la même quantité de télomère. Et le jour où on aura compris comment le homard a fait pour avoir son stock de télomère fonctionnel et toujours renouvelé, on aura peut-être atteint le secret de l'immortalité. Alors voilà cette petite méduse qui mesure 1 centimètre, je ne sais plus, 1 millimètre. Elle correspond exactement à la définition de l'immortalité biologique. L'immortalité biologique, c'est la propriété d'un être vivant de pouvoir rajeunir ou vieillir indéfiniment. En fait, il est biologiquement important, cet organisme est biologiquement immortel, mais il reste sensible aux agressions extérieures, aux accidents, aux blessures, à la pollution. Et donc cette méduse, à l'origine, elle vient d'une larve, et elle peut vivre sous 2 formes, la forme polype et la forme d'une méduse adulte. Et lorsque cette méduse adulte se trouve dans des conditions de stress oxydatif, pollution, manque de nourriture, elle a la capacité, la possibilité de refuser de mourir. Et donc, elle rentre directement dans l'état de polype, sans passer par l'état larvaire. Ce sont ces cellules qui se transforment en cellules de polype, qui est un organisme beaucoup plus résistant. Et là, elle reste comme ça tant que les conditions restent défavorables, et lorsque les conditions deviennent satisfaisantes pour elle et qu'elle le décide, à ce moment-là, elle repasse à l'état de méduse adulte. Et ça s'effectue par un mécanisme qu'on appelle de transdifférenciation, c'est-à-dire les cellules passent directement d'un statut mature à un autre statut différencié sans passer par l'étape de cellules souches. Ce petit animal, qui est tout petit, mesure 1/2 millimètre, s'appelle tardigrade, parce qu'il se déplace très lentement, malgré ses 8 pattes. Et il est assez extraordinaire dans la mesure où il peut vivre dans des conditions extrêmes. On dit que c'est un animal extrémophile. Il supporte les pressions les plus violentes, il supporte les températures les plus extrêmes, de moins 272 à plus 150 degrés. Et pourquoi ? Parce qu'il a la possibilité de se mettre en hibernation complète, en déshydratation, on appelle ça la cryptobiose. Et il est un des arguments pour expliquer, pour qu'on croit en tous les cas qu'il y a la vie sur d'autres planètes, parce qu'il peut vivre dans des conditions extrêmes qui ne sont absolument pas rencontrées sur la Terre, qui ne sont pas nécessaires. Donc, certains prétendent qu'il vient de Mars ou d'ailleurs. Et on s'est posé bien sûr la question comment ça se fait qu'il ait cette possibilité de rentrer, je crois que le voilà en cryptobiose. Donc comment ça se fait qu'il puisse rester comme ça pendant des millénaires? On dit qu'il peut rester 3000 ou 4000 ans comme ça, en tous les cas plusieurs centaines d'années aussi. Et en réalité, on a découvert que pour être en état d'hibernation et pour rester capable de revenir ensuite en vie, il avait dans sa structure la présence de protéines qu'on appelle des protéines indéfinies de forme, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de structure en 3 dimensions fixe. Ce qui fait que quand le tardigrade est en déshydratation, elles prennent la place de l'eau dans la cellule et ce qui lui donne ce qui lui permet de garder sa microstructure. Et lorsque les conditions d'hydratation reviennent, à ce moment-là, elle se redéplace dans un coin et l'humidification revient et le tardigrade recommence à fonctionner. Alors voilà l'animal qui a été étiqueté par beaucoup l'animal le plus laid du monde. Ça me paraît justifié. Mais c'est un petit rongeur de 10 cm, mais il a quand même des pouvoirs magiques, à savoir qu'il est insensible à tout ce qui va nous tuer un jour, les maladies cardiaques, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, tout ça, pas du tout, les cancers non plus. Et il vit en hypoxie, il vit sous des galeries en cherchant sa nourriture. Et en fait, comment a-t-il ces pouvoirs? Et on ne connaît pas la cause de sa mort, on ne sait pas comment il meurt.
Mais on a appris, on a réalisé, compris pour une partie, en tous les cas, des raisons pour lesquelles il a ces propriétés de résistance à toutes les maladies. C'est parce il est résistant aux radicaux libres. Les radicaux libres, on vous en parle beaucoup quand on vous dit de manger des fruits et des légumes, 5 légumes par jour. Je ne sais pas si vous savez tous pourquoi on vous dit ça. C'est parce que les fruits et légumes contiennent des antioxydants. Les oxydants, ce sont ces fameux radicaux libres, ce sont des dérivés de l'oxygène qu'on trouve à peu près partout. On le trouve dans la nature, on le trouve dans notre organisme, dans l'alimentation, dans les produits usagés. Et en fait, ces radicaux libres, ces oxydants, détruisent nos cellules à plusieurs niveaux, au niveau du noyau, au niveau du cytoplasme. C'est ce qui nous fait vieillir et c'est ce qui nous donne les maladies. Et cet animal, ce râteau pnu, a cette propriété de résister aux radicaux libres, c'est-à-dire qu'il a des antioxydants qui sont très fonctionnels. Et pourquoi ces antifonctionnels sont renouvelés en permanence? C'est grâce à la présence d'un acide particulier qui s'appelle l'acide hyaluronique et qui a un haut poids moléculaire. Et c'est ce qui lui empêche les cellules d'être sensibles aux oxydants. Et l'acide hyaluronique, bien sûr, tout le monde en a, il est très répandu, on en a tous les autres animaux en ont, mais simplement, et les hommes aussi, mais nous avons un acide hyaluronique essentiellement de bas poids moléculaire qui, lui, n'a aucune action, aucune influence, il ne résiste absolument pas aux agents oxydants. Alors voilà, tous ces animaux nous donnent des pistes pour essayer de découvrir comment ça se passe, comment on vieillit, comment on meurt et comment on pourrait faire pour essayer de ralentir ces processus particulièrement agressifs et inéluctables surtout. Alors la gériatrie, en fait, toutes les maladies des sujets âgés n'ont pas du tout intéressé les médecins et les savants pendant des siècles, peut-être, probablement, parce qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient rien faire et qu'ils n'avaient rien à trouver, rien d'intéressant. Les Grecs ont commencé, ils ont mis au point les premiers la théorie du vieillissement. Ils pensaient que la nature humaine pourrait aller jusqu'à 110 ans. Et c'est Hippocrate le premier qui a isolé la médecine de la métaphysique, sinon c'était la même science. Il estimait que la vieillesse s'arrêtait à 56 ans et qu'elle résistait d'une rupture de l'équilibre entre les 4 humeurs qu'il avait décrites, le sang, le flegme, la bile jaune et la trabile ou bile noire. Quelques siècles plus tard, Galien, lui, a fait la première théorie biologique du vieillissement qu'il a attribuée à une rupture d'équilibre entre le froid, le chaud, le sec et l'humide, mais surtout la disparition de l'humidité. Et en fait, il attribue le vieillissement au dessèchement de toutes les cellules, de tous les tissus, ce qui entraîne un ralentissement de toutes les fonctions. La peau devient sèche. En même temps, le sujet se refroidit, ce qui est responsable de l'aspect froid et sec des vieillards. Et il s'est borné à donner des conseils nutritionnels en particulier. Il faut bien sûr se réchauffer, prendre des agents fortifiants et hypercaloriques. Donc il recommandait l'alcool et surtout éviter toute perte d'humidité, c'est-à-dire pas de saignée et pas d'actes sexuels. Roger Bacon, c'était un Anglais alchimiste et médecin, qui lui ne s'intéressait pas du tout à tous les régimes et tous les conseils de santé qu'on a donnés pendant des siècles. Et lui s'intéressait pour la première fois réellement à tenter de trouver des solutions pour allonger la vie et pour trouver des élixirs de jouvence. Ensuite, il y a eu la période de la médecine mécaniste où on voulait tout expliquer par la physique. Pour ces médecins, pour ces scientifiques, c'est depuis la théorie de l'animal-machine de Descartes, on pensait que toutes les principales fonctions du corps humain, c'était comme des phénomènes physiques. Ils ont été d'ailleurs mis en musique, si j'ose dire, par Jacques de Vaucresson, qui a fabriqué des automates et qui mimaient les fonctions du corps humain. Et tout ça partait de la théorie de l'animal-machine de Descartes, qui pensait que l'animal était simplement comme une machine, n'était qu'une machine, et que l'homme n'était la même machine que l'animal, avec en plus une âme.
Et s'il a fallu attendre la deuxième partie du 19e siècle, avec les travaux de Charcot à la salpêtrière et la mise au point d'hospices, pour qu'on puisse vraiment travailler sur les maladies des sujets âgés. Et c'était la naissance de la gériatrie qui ne portait pas encore son nom, qui a été décrite juste au début du XXe siècle. Alors la vieillesse attaque sur tous les fronts. C'est un chapitre très difficile, celui de la vieillesse, parce que très déprimant, à tous les niveaux. C'est au niveau des organes, au niveau des tissus, au niveau des cellules, au niveau des molécules, bien peu y échappe. À l'échelle cellulaire, on commence à comprendre plusieurs mécanismes qui expliquent le phénomène du vieillissement, mais encore on n'a pas très bien éclairci tous les mécanismes et surtout on n'a pas très bien compris quels étaient ceux qui étaient plus importants que les autres et comment ils s'intriquaient les uns avec les autres. Alors il y a l'exemple parmi les vieillissements, ce qu'on connaît, c'est donc, je vais revenir à la télomérase. On a au départ donc une quantité de télomérase bien précise et au fur et à mesure du temps, ce stock de télomérase se détruit et donc les cellules, les télomères se raccourcissent, les chromosomes vont être limités, les cellules ne pourront plus se diviser et donc vont mourir, entrer dans le processus de sénescence. Et ce processus de sénescence, il est toxique, non seulement parce que les cellules ne sont plus fonctionnelles, mais c'est parce que les cellules vieillissantes sécrètent des produits toxiques pour l'environnement. Donc elles sont responsables, ces cellules vieillissantes, de phénomènes inflammatoires qui prédisposent aux maladies chroniques qui accompagnent souvent le vieillissement et aussi qui prédisposent au cancer. On a un nombre donc de divisions cellulaires très limité et après la cellule meurt. Ensuite, on explique aussi la vieillesse par des facteurs génétiques. D'abord, il existe des familles de centenaires, ce qui est un argument évidemment assez évident pour une importance génétique dans le phénomène du vieillissement. Il y a aussi une Américaine a trouvé il y a 20 ans, au niveau d'un ver, du ver Caenorhabditis elegans, le ver qui était utilisé dans un grand nombre de laboratoires dans le monde, elle a trouvé pour la première fois, il y a 20 ans, un gène associé à la longévité. Du coup, les chercheurs se sont mis bien sûr à faire des enquêtes chez l'homme. On a trouvé aussi deux gènes pour le moment associés à la longévité, mais on ne sait pas encore de quelle manière. Alors, comment vaincre le vieillissement? C'est là où on va en venir. Les dernières découvertes montrent quand même qu'on avance beaucoup. D'abord, au point de vue de l'esthétique. On cherche à rester jeune, à ne pas vieillir. Et on sait tous maintenant que la chirurgie esthétique est totalement banalisée dans beaucoup de pays. En France, bien sûr, vous ne l'ignorez pas. En Chine, où il est devenu très courant de se faire rallonger les jambes ou débrider les yeux. Au Brésil, où c'est une obsession nationale, on se refait faire les fesses, le nez, les seins, dans tous les milieux sociaux. Et maintenant, il y a en plus une médecine esthétique qui se développe et avec des médecins anti-âge qui s'appliquent à nous lisser la peau, à injecter des produits, des boosters de cellules de la peau, de cellules cutanées. Ils utilisent aussi beaucoup de technologies qui dérivent des lasers. Il y a même du laser intraveineux associé à des sels minéraux. C'est risqué. Mais heureusement, pour sauver maintenant et pour s'intéresser aux maladies des vieillards, qui intéressent de plus en plus de jeunes médecins et de jeunes chercheurs, il se développe une nouvelle science qui s'appelle la géroscience et qui est spécialisée dans les soins pour maintenir une forme aussi remarquable que possible, pour essayer de rajeunir et surtout pour développer des médicaments pour empêcher le vieillissement. Je ne reviendrai pas sur la télomérase, mais quand on s'est aperçu que le homard avait
avait une vie en forme, était resté en forme toute sa vie et n'était pas malade grâce à la télomérase. On a quand même fait des recherches chez la souris. On s'est aperçu que la souris qui a un taux de télomérase banal et qui s'épuise au cours du temps, si on la traite, si on lui fait des manipulations génétiques pour qu'elle sécrète de grandes quantités de télomérase, à ce moment-là, elle rajeunit, elle retrouve la mémoire. Et donc, à ce moment-là, excitation générale. Et on s'est mis à vendre des produits pour les humains, des compléments alimentaires qui contenaient des activateurs de télomérase. Mais on s'est rendu compte, malheureusement, que la vie n'est pas si bien faite que ça et que ce qui se passe chez la souris et chez le homard, ce n'est pas du tout pareil chez l'homme. Et donc, ça n'a eu aucun effet sur la longévité ni sur la jeunesse. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un risque de cancer, puisque dans les cellules cancéreuses, il y a beaucoup de télomérase, puisqu'elles n'arrêtent pas de se multiplier. Et même en médecine anticancéreuse, on a développé des antitelomérases dans certaines pathologies. Je vous les montre quand même, les chromosomes. Voilà les chromosomes en fluorescence. Vous voyez la partie... Pardon. La partie, les chromosomes grossis que vous voyez en violet, donc avec les bras courts et les bras longs des chromosomes, et les extrémités sont colorées en rouge. Ce sont les télomères. Voilà cet endroit-là. Donc, ce sont des chromosomes ici en pleine forme qui sont jeunes, et à la fin de leur vie, les chromosomes n'ont plus la partie rouge. Et donc, la cellule va mourir. Alors, il y a beaucoup d'autres produits en développement qui permettent d'espérer qu'on va, sinon rajeunir, du moins limiter le côté dévastateur du vieillissement. Il y a une molécule très intéressante qui est actuellement vendue, commercialisée en Californie, qui s'appelle le NAD+. Je vous épargne le nom chimique. Et c'est une molécule qui est un puissant antioxydant et qui donc a des effets très, très sérieux, objectivés en tous les cas, sur le vieillissement, et qui a un grand succès actuellement aux États-Unis. Ce n'est pas encore commercialisé en France. La rapamycine, c'est une molécule assez proche, mais beaucoup moins efficace. Ensuite, on développe, et là aussi, ça représente beaucoup d'espoir, des molécules sénolytiques. C'est-à-dire, je vous ai dit que les cellules qui vieillissaient devenaient toxiques pour l'organisme, et on est en train d'essayer de développer des cellules qui débarrassent l'organisme des médicaments qui débarrassent l'organisme de ces cellules. Et si on peut prouver leur innocuité, ce qu'on ne sait pas encore, de ces molécules, à ce moment-là, ça représente un grand espoir aussi pour freiner les effets néfastes du vieillissement, si on peut se débarrasser de ces cellules. Les antioxydants, bien sûr, ce qu'on trouve donc dans les fruits et légumes et dans le vin rouge. Vous savez que le vin rouge est très bon pour ne pas vieillir, en petite quantité, parce qu'il contient des antioxydants très efficaces, le rouge seulement. On en trouve aussi, on n'est pas obligé de boire du vin, on en trouve aussi beaucoup dans la peau des raisins. La DHEA a eu son heure de gloire avec les travaux du professeur Paul-Émile Beaulieu, qui lui-même a pris toute sa vie de cette hormone. Il est toujours en forme, il a près de 90 ans, il est à l'académie. Cette hormone n'a pas été admise et reconnue par l'académie. Et pour le moment, on n'a pas accepté l'idée qu'elle était efficace et on n'a pas prouvé encore son innocuité. Alors, des facteurs de jouvence, on les cherche donc depuis des siècles, mais on a remarqué quand même que dans le sang des sujets jeunes, il y avait des facteurs très bénéfiques pour les sujets âgés et qu'on n'a pas encore identifié. On a identifié peut-être un facteur de croissance, mais on n'est pas encore très sûr. Mais beaucoup l'avaient déjà suspecté. En particulier, on raconte l'histoire d'une comtesse roumaine, la comtesse Bagori, qui était très fière de sa grande beauté, qui voulait absolument la conserver. Elle avait trouvé un moyen qu'elle pensait très efficace, c'était celui d'absorber du sang de jeunes vierges. Donc elle les faisait d'abord torturer, parce qu'elle était en plus un peu sadique. Donc elle les faisait longuement torturer, puis quand elle trouvait que c'était suffisant, à ce moment-là, elle absorbait de grandes quantités de sang de ces filles, de ces pauvres filles malheureuses, et c'est elle qui est à l'origine du mythe du vampire, qui aussi avait une vie éternelle, les vampires, grâce au sang de la victime.
Et on sait quand même maintenant que, donc, je vous l'ai dit, qu'il existait des facteurs de jouance dans le sang de frais de jeunes. Et les bruits courent qu'en Californie, dans les sociétés high-tech, beaucoup de dirigeants se font transfuser des sangs de sujets jeunes. Et il y a même une société qui, officiellement, pour 9 000 $, je crois 8 000 ou 9 000 $, vous propose de vous faire transfuser avec des sangs de sujets de moins de 25 ans, dans le cadre d'essais cliniques privés. C'est autorisé, c'est officiel. En tous les cas, les expériences chez la souris sont très favorables. Lorsqu'on met les souris, on fait une expérience assez violente, assez barbare. On les met en parabiose, c'est-à-dire qu'on les coupe en deux, les souris, on fait communiquer leur vaisseau. On prend une vieille et une jeune, et la vieille rajeunit lorsqu'elle est perfusée plusieurs heures avec le sang de la souris jeune. Lorsqu'on aura identifié ces facteurs, peut-être qu'on pourra trouver aussi des techniques pour rajeunir très efficaces. Ensuite, pour combattre le cancer, on a beaucoup bien sûr de projets en cours et de développement en cours. Et récemment, on a développé, ce sont des techniques très longues, très sophistiquées, mais on a stimulé des cellules immunitaires qui sont responsables du développement des cellules cancéreuses. On les a stimulées parce qu'elles sont capables, on les a sensibilisées à une molécule présente sur les cellules cancéreuses. On les a conditionnées ex vivo, on les a réinjectées aux patients et elles sont capables donc d'aller tuer directement les cellules cancéreuses spécifiques de ce patient. Mais vous vous doutez que ce sont des techniques, elles sont en cours, elles sont utilisées même déjà en France, mais ce sont des techniques très sophistiquées, particulièrement coûteuses, très lourdes et qui sont encore réservées à un trop petit nombre de cas. Mais la technique va sûrement progresser, c'est un débouché particulièrement optimiste. On a aussi développé des cellules souches à partir des cellules souches d'un propre malade qu'on met en culture et qu'on peut diriger vers une différenciation dans le tissu ou vers un organe dont on a besoin. Alors le chapitre important est bien sûr celui du transhumanisme. Maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère du transhumanisme. Le transhumanisme qui a pour principe de transformer l'être humain au-delà et de l'améliorer au-delà de ses capacités naturelles pour en faire un homme amélioré, un homme augmenté, comme on dit. Je vous montre là cette très jolie image. Enfin, je trouve ça joli. C'est le sigle des transhumanistes. Et c'est une imitation de la création d'Adam qui est à la Michel-Ange, la chapelle Sixtine, merci. Et la main d'Adam est remplacée par... Adam est devenu cyborg, et il a une main bionique, et le souffle de la vie de Dieu lui est donné à travers cette main bionique. Je trouve ça assez joli. Donc, nous sommes dans l'ère, je reprends, dans l'ère du transhumanisme. Donc, l'homme va être amélioré au-delà de ses capacités naturelles grâce à la convergence des biotechnologies réunies sous le vocable NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies incluant le génie génétique, l'informatique avec la robotique et l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Donc, pour les transhumanismes, on aboutit donc à un homme amélioré, supérieur. Et pour les transhumanismes, la mort n'est plus qu'un problème technique. Le rajeunissement et la mort ne poseront plus de problème. C'est un problème à résoudre. C'est bien sûr pour développer ces biotechnologies et pour arriver à l'homme immortel, il faut beaucoup d'argent et ce sont les GAFAM qui représentent la majorité du sponsoring de ces biotechnologies. Les GAFAM, c'est donc, comme vous savez, le Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, ce sont eux qui sont particulièrement concernés et motivés pour le développement de ces biotechnologies. En principe, le but, l'homme, d'après Laurent Alexandre, l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. En tous les cas, Google a confié à un théoricien du transhumanisme qui s'appelle Ray Kurzweil, il lui a confié la charge de créer un homme qui doit vivre plusieurs siècles.
Et Ray Kurzweil a promis que ce moment arriverait au moment de la singularité technologique, ce qu'on appelle la singularité technologique, c'est-à-dire c'est le moment où l'intelligence artificielle forte va dépasser l'intelligence humaine. Donc ça paraît, on pourrait me dire science-fiction, pourrez-vous me dire, c'est-à-dire que, mais en réalité cette menace est suffisamment importante. Je crains qu'il y ait des gens, des spécialistes d'intelligence artificielle ici, c'est pour ça que je parle très prudemment. C'est sûrement la science-fiction, mais c'est suffisamment inquiétant pour que des technoscientifiques incontestables, tels que Bill Gates, tels que Stephen Hawking, qui est un physicien, un écrivain reconnu, tels que Elon Musk, celui qui a fait Tesla, PayPal, le laboratoire SpaceX, là, celui qui a envoyé une fusée dans la Lune, est envoyé et créé une circulaire en 2015. Ils ont publié une circulaire pour prévenir le monde entier des dangers potentiels de ce genre d'entreprise, en particulier de ce moment de la singularité technologique, c'est la possibilité de créer une intelligence artificielle forte, capable de prendre des décisions en dehors de l'intervention humaine, donc de déclencher des robots tueurs, par exemple. Alors, comment peut-on imaginer l'homme augmenté en 2050 qui pourra bénéficier de toutes ces nouvelles technologies? On a déjà créé, par exemple, un œil bionique, la prothèse Argus 2, qui existe déjà. C'est encore pas du tout parfait, mais on a pu rendre une vue partielle, mais une vue quand même à quelques aveugles qui avaient une DMLA ou une rétinite pigmentaire, enfin, ce sont des cas particuliers, mais cette prothèse existe et donc va être améliorée. Ensuite, grâce à une nouvelle science qui s'appelle l'optogénétique, qui fait appel à une protéine... enfin, c'est trop compliqué. Ça me mènerait trop loin de vous expliquer, mais enfin, on arrive à mettre dans les neurones, à choisir des neurones, à les rendre sensibles à une lumière particulière qu'on a trouvée chez une pieuvre et qu'on a intégré dans les neurones qu'on choisit et qui permet ainsi de stimuler des neurones défaillants. Par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, dans tous les cas de perte de mémoire, quelle qu'en soit la cause d'ailleurs, on pourra les stimuler les neurones lésés et ainsi les faire revivre, les faire refonctionner. Bien sûr, ce sont des systèmes très lourds avec des puces reliés à des ordinateurs, mais c'est un espoir énorme pour toutes ces pathologies. Ensuite, les exosquelettes, il y en a déjà, et ils permettent non seulement de faire marcher les paralytiques, il y en a déjà, ce sont bien sûr des marches lentes et compliquées, mais ils peuvent, certains même sont commandés par le cerveau, mais il faut implanter une puce, mais certains peuvent être commandés par le cerveau et non pas par une machine extérieure. Et donc, ainsi, on fait marcher des paralytiques, et puis surtout, en plus, ça peut servir à des ouvriers à décupler leur force, à transporter des poids lourds sans se fatiguer, ou même 10 fois plus qu'ils ne l'auraient fait, bien sûr, sans les machines. La nanorobotique a des développements extraordinaires en médecine en particulier, avec la possibilité de mettre des nanomédicaments, c'est-à-dire avec les nanomédicaments, on peut les envoyer dans des endroits des métastases cérébrales en particulier, qui sont difficilement accessibles aux chimiothérapies et aux traitements habituels. Avec des nanomolécules, on va arriver à les atteindre. Il y a aussi des nanorobots qui vont pouvoir aller directement à certains organes qui ne marchent pas et rétablir leur fonction. Les tissus et les organes en 3 dimensions. Vous savez que maintenant, pour remplacer les greffes, on va pouvoir recréer des tissus. Ça marche déjà pour des tissus cutanés, des tissus et des organes à la carte. Ainsi, on pourra changer un organe qui est abîmé, qui ne marche plus. On pourra recréer un foie, un poumon avec ses propres cellules souches qu'on va faire se développer, se multiplier sur des substrats inertes qui vont être biodégradables. Bien sûr, la santé et la beauté vont être gérées par des objets connectés. Donc, en permanence, le sujet va maîtriser sa santé. Il aura
ses constantes, sa tension, son poids. Il aura des diagnostics, la moindre pathologie sera détectée par les machines. Il aura même des diagnostics qui seront faits par la machine, par les objets connectés, et même des annonces des projets thérapeutiques, et même des libérations quelquefois de traitements. Il y a par exemple, pour les diabétiques, il y a déjà des machines qui libèrent de l'insuline en fonction du niveau de la glycémie. Et donc, le rôle du médecin va être complètement transformé. Il va devenir souvent être limité à un rôle d'accompagnateur. Et c'est le patient lui-même, ou le sujet lui-même, puisqu'il sera même plus malade, qui sera en contact direct avec les sociétés pharmaceutiques ou tous ceux qui pourront décider s'il a besoin ou pas de médicaments ou d'une intervention particulière. Le génie génétique, bien sûr. Vous savez qu'on a un projet le séquençage du génome humain a été fait, mais maintenant on a un projet qui est lancé, qui est de fabriquer un code génétique, de fabriquer un génome entier. Maintenant, on l'a décrypté. Jusqu'à maintenant, on a réussi à le décrypter. C'est-à-dire, on a repéré les 30 000 gènes qui correspondent à l'ADN d'un sujet, mais maintenant, on a un projet de le reconstituer. Donc, vous voyez les dangers qui se profilent à l'horizon, en particulier ceux de bébés orphelins, entre guillemets, c'est-à-dire de créer. On a peur, on soupçonne les Chinois d'y avoir pensé, puisqu'on a la possibilité de créer, on aura la possibilité de créer des bébés éprouvettes complètement enfin même pas éprouvettes, ex nihilo, sans parents. Et alors le problème qui reste entier, bien sûr, est celui du cerveau. Parce que la connaissance humaine s'arrête, la connaissance des scientifiques s'arrête au cerveau. Comment on passe d'un amas de cellules, de millions de neurones à la pensée, à la conscience? Personne n'a encore la réponse. Alors les plus avancés, les plus convaincus des transhumanistes pensent que cela n'a pas d'importance, que de toute façon il ne s'agit que de cellules, que de biochimie, que de processus physiques, et que par conséquent tout ça peut être mimé, peut être transformé en données numériques et peut être interfacé avec un ordinateur, et qu'on pourra ainsi télécharger son cerveau sur un ordinateur. Comme ça, on aura un cerveau de rechange avec toute notre psychologie qui pourra être dédoublée. Et voilà, on aura une interface, un hybride homme-machine, c'est dans leur perspective. Et ainsi, ça fera partie de l'absence de vieillissement, puisque notre cerveau ne vieillira pas, puisque toutes les connexions sont mimées par l'ordinateur et les neurones numériques sont inusables. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives ? C'est très rapide, je vous ai fait un survol, j'ai aucune idée du temps que j'ai mis ni l'heure qu'il est. Ah bon, pardon, je ne vois pas. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, je vais bientôt m'arrêter. Donc, les perspectives. Quelles sont les perspectives que soulèvent toutes ces découvertes que je vous ai à peine énumérées, mais qui méritent des développements. Mais il y en a qui sont fantastiques, et il ne paraît pas complètement impossible qu'on arrive quand même, si je vous livre mon opinion, qu'on arrive à reculer l'échéance de la mort et qu'on arrive à rajeunir. Mais les perspectives que nous avons là aujourd'hui, plus que jamais quand même, c'est inimaginable et plus que jamais incertain et inquiétant. Et donc on n'oublie pas d'abord qu'on a ce que nous annonce qui n'ont rien à voir avec le transhumanisme, mais la possibilité de l'apocalypse qui doit rester présente, c'est-à-dire l'effondrement de notre société, de notre civilisation socio-industrielle que nous prédisent les collapsologues. On ne peut pas complètement l'éliminer, cette perspective, mais si on reste dans l'humain, les perspectives, c'est d'abord qu'il y ait une vie sur Terre à deux niveaux. Il y aura la guerre déjà entre les bioconservateurs et les bioprogressistes, mais l'humanité reste de se développer à deux niveaux. Il y aura les surhommes, les homo deus, c'est tel que l'appelle Harari, le nouveau penseur du siècle. Donc l'homo deus, l'homme augmenté, ça sera donné à ceux qui ont les moyens peut-être, ou ceux qui auront de la chance. En tous les cas, ils auront la possibilité de rajeunir, de ne plus être malade et de bénéficier de toutes les technologies que je vous ai rapidement listées. Et puis il y aura les autres, il y aura les pauvres biologistes biologiques
qui seront eux-mêmes comme nous sommes encore, c'est-à-dire qui auront peut-être bénéficié des progrès de la médecine, mais enfin ceux qui sont disponibles pour tout le monde, et donc qui n'auront pas la même vie, qui ne résisteront, qui seront toujours atteints par les mêmes maladies, ou à peu près, et qui vivront pas beaucoup plus que 100 ans. Ça, c'est une perspective. La perspective, c'est que le triomphe des machines, et donc on soit réduit à un cerveau numérisé, avec des données numérisées, et un corps, un hologramme ou un corps virtuel. Ça, c'est assez terrorisant. Et donc, si on veut rester optimiste, on peut imaginer qu'on va pouvoir à la fois profiter de tous ces progrès des biotechnologies, mais que l'homme va garder le contrôle absolu de tout ça, et qu'il va arriver à progresser tout en ne se laissant pas déborder par l'intelligence artificielle forte. C'est tout ce qu'on peut espérer, et je pense qu'on devrait y arriver, enfin j'espère. Et pour pas quand même vous laisser sur ces sujets aussi graves, je voudrais faire un peu d'humour en vous laissant méditer sur cette déclaration de Woody Allen, qui correspond peut-être à ce que certains d'entre nous pensent, à savoir que certains préfèrent assurer leur immortalité par leur descendance, d'autres par leurs œuvres. Je préférerais assurer la mienne en ne mourant pas. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, oui. Je crois là-bas. Alors, juste avant la première question, vous précisez qu'on enregistre ce soir, voilà, pour que vous soyez au courant que la conférence est enregistrée. Qui se lance sur la première question ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler du pic de longévité chez l'être humain ? Par exemple, il y avait à peu près, je crois, une centaine de centenaires en 1900, un peu plus d'un millier en 1970, et on a plus de 20 000 centenaires. Mais sur ces centenaires, un centenaire sur 1000 arrive à 110 ans. Et un centenaire sur 10 arrive de 110 ans à 115 ans. Ce qui veut dire que sur les 20 000 centenaires, il y en a 2 qui arrivent à 115 ans. Je suis très inquiète donc, que vous allez me demander. Voilà. Donc, il me semble que le pic de longévité, je ne vois pas très bien comment l'homme pourrait arriver à le dépasser, même avec toute la technologie qu'il peut avoir, parce que là, on est dans la foi aussi. Alors, la longévité a augmenté très régulièrement depuis toujours. Je peux vous parler de la longévité aujourd'hui, c'est-à-dire que le pic, je n'en sais rien. Je ne sais pas répondre à la question du pic de longévité. Je peux vous parler de la longévité. Qu'on nous propose, c'est une espérance de vie moyenne. Oui. Parce qu'au XIXe siècle, il y avait un enfant sur 2 qui n'arrivait pas à l'âge de 10 ans. Il y avait le choléra à Paris qui tuait des centaines de personnes. Et au début du XXe siècle, la grippe espagnole a tué peut-être 3 millions de Français. Oui. Donc évidemment, ça fait des statistiques qui sont faussées. Évidemment. Je ne connais pas le pic de longévité, je n'ai pas travaillé là-dessus. Tout ce que je sais, c'est la longévité qui augmente, que celle des hommes et des femmes est différente, avec une différence de 6 ans. Ça, je peux vous en parler. L'homme, c'est 79 ans et la femme, c'est 85. L'espérance, je réponds à côté, mais j'ai oublié de parler de ça. Je n'ai pas parlé de ça, donc je peux vous en parler. Et cette différence de 6 ans, en fait, elle n'est pas très intéressante parce que c'est une longévité en mauvaise santé. C'est-à-dire, c'est une vie en mauvaise santé. C'est-à-dire que les 6 ans, ils sont pourris, les 6 ans de différence. La femme vit mal, elle est malade, elle est en EHPAD, tout va mal. Et de plus,
elle se raccourcit, cette différence. Elle a tendance à se raccourcir, car les femmes vivent de plus en plus comme les hommes, donc il n'y a pas de raison, et qu'elles soient plus protégées, donc elle a tendance à diminuer. Et en plus, donc l'espérance de vie des hommes a tendance à augmenter, et en plus, eux, plus malins, eux, ils ont une vie en meilleure santé. Autrement dit, les 6 ans de mauvaise santé qui sont caractéristiques de la prolongation de la vie des femmes, c'est pas du tout la même chose pour les hommes. Ils continuent à avancer, à augmenter leur longévité en bonne santé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà, mais ce n'est pas le pic, je ne sais pas. Honnêtement, je sais qu'il y a des statistiques qui ont été faites et on dit qu'effectivement, plus on est vieux, il y a une publication italienne qui dit que de toute façon, plus on est vieux, plus on continue à être, plus on a des chances d'être encore plus vieux. C'est vrai. Alors, pour dire ça, elle dit qu'il y a un plateau, parce qu'après 115 ans, il y a un plateau et qui fait que les gens ne meurent plus. Mais ils ne meurent plus parce qu'il n'y a plus personne, surtout. Voilà. Donc, ça a été très critiqué à cause de ça, le plateau, parce que forcément, ils sont 10. Donc, s'il y en a un qui meurt tous les 2 ans, ça fait plateau. Voilà. Mais je ne veux pas vous en parler davantage. Une autre question? Merci. Bon, vous avez beaucoup parlé, disons, au sujet de la longévité, c'est-à-dire des moyens mécaniques, moyens techniques, moyens médicaux, pardon, pour réparer, en quelque sorte, quelque chose qui aurait continué dans de moins bonnes conditions. Mais vous n'avez pas évoqué ce qui se passe avant, c'est-à-dire qu'à partir de la vie commence quand on est, bien sûr, et alors on est constitué de tout ce qu'on mange, par exemple, de l'activité que l'on mène, de l'air qu'on respire, enfin, oui. tout l'environnement. Et cet environnement-là, peut-être qu'il peut avoir une incidence avant la fin pour préparer cette longévité dans de bonnes conditions. Pourriez-vous nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Oui, je vous en ai à peine parlé pour les antioxydants, en fait. Mais c'est vrai que le vieillissement, ça dépend des conditions socio-économiques, environnementales, culturelles, géographiques. Enfin bon, donc le vieillissement dépend de la vie, la santé. C'est ça que vous voulez me faire dire, même la vie avant. La santé, ça dépend complètement de facteurs exogènes et culturels et sociaux. On parle aussi d'épigénétique, c'est-à-dire tous ces facteurs peuvent avoir un effet même sur le fonctionnement des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'exemple majeur, c'est l'exemple des antioxydants. C'est-à-dire que le vieillissement est conditionné en grande partie par des lésions liées aux radicaux, ce qu'on appelle les radicaux libres. Et donc le fait d'avoir une alimentation saine et de faire un jeûne, en particulier la diète. La diète est un élément très important pour la longévité, pour la bonne santé. Il y a d'ailleurs une île au Japon où ils sont tous plus centenaires, ils ont tous 110 ans et 115 ans, mais ils ont un régime très strict qui porte un nom japonais que je serais incapable de vous donner. Mais c'est très difficile, mais on est jeune à 90 ans encore sur cette île-là. Et donc, en fait, on dit que le jeûne agit en stimulant les sirtuines qui elles-mêmes ont des vertus antioxydantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quel regard portez-vous sur Jeanne Calment? Oui, sur Jeanne Calment, que son notaire, je suis fille de notaire, que son notaire n'a pas eu de chance. Tout à fait, les mots avant elle. Elle n'avait pas l'air d'avoir une vie tellement rigolote. Je crois qu'on a mis en cause son honnêteté en disant qu'elle avait pris que sa fille avait pris sa place. Mais enfin, je ne crois pas que ça a été. On a dit que non. Bon, voilà, elle avait un bon patrimoine génétique. Elle a dû mener une vie raisonnable et elle a eu de la chance. Mais elle ne fait pas rêver, Jeanne Calment, si? Je ne sais pas. Voilà, je pense qu'il aurait fallu l'étudier en tenant compte de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire savoir faire son analyse génétique,
savoir comment elle a dû l'expliquer, mais je ne me suis pas renseignée sur son cas personnel, comment elle s'est nourrie. Elle était à un endroit où il n'y avait sûrement pas un endroit Céveso. Voilà. Elle est dans des bonnes conditions géographiques et elle a mangé bio toute sa vie, sûrement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de toxiques dans l'alimentation. Écoutez, on vous remercie. Merci à vous de m'avoir invité. Pour cette conférence qui nous donne de l'espoir et à la fois qui nous interroge. Je vous propose de rejoindre le hall Pasteur afin de rencontrer vos futurs lecteurs et de pouvoir signer vos ouvrages. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir invité. Merci.